Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA, ce nouveau supplément, comme vous le savez depuis le début de la pandémie. Chaque semaine, nous diffusons un enregistrement sur la situation dans un pays étranger. Aujourd'hui, c'est du Chili que nous allons parler et nous allons en parler avec Manuel Antonio Carreton. Manuel Antonio Carreton, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes... Enchanté de parler avec toi. Merci beaucoup et moi aussi. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'Université du Chili, vous connaissez bien l'Amérique latine, vous connaissez aussi bien l'Europe. Et si vous voulez bien, avant que nous parlions de la pandémie à proprement parler, j'aimerais que vous nous rappeliez quelle était la situation politique et sociale au Chili avant la pandémie. On en a vu beaucoup d'images et puis après plus du tout. Où en était cette situation politique à la veille de la pandémie? Ah bon, ça c'est très important parce que je pense que dans tous les cas, on ne peut pas parler isolément de la pandémie, c'est très important, c'est spécifique, mais on doit le mettre dans le contexte historique de chaque pays, de chaque situation. Et dans le cas chilien, ce qui est la situation la plus importante, dans le contexte le plus important, où va se développer la pandémie avec sa dynamique propre, c'est ce qu'on appelle l'éclatement social, la crise d'octobre, l'octobre chilien, etc., le Big Bang au Chili en octobre 2019. En quoi consistait ça? C'est qu'il y a eu une explosion, disons, ça pourrait rassembler le cas de Gilets jaunes, mais c'est beaucoup plus ample. C'est des millions de gens dans la rue, dans les différentes parties du pays, qui protestaient. Et pour la première fois, dans le cas chilien, c'était pas conduite cette mobilisation, soit par les partis politiques, soit par par les organisations des étudiants ou des travailleurs, etc. Et c'était quelque chose de spontané, même s'il y avait des groupes organisés, et qui, pendant 2 ou 3 mois, se sont mobilisés, disons, dans tout le pays, et que le pays a été paralysé. Et alors, qu'est-ce qu'ils demandaient? C'était une proteste en général, si tu veux, le mot d'ordre, le grand slogan tel que être réaliste, demander l'impossible, c'était juste que la dignité devienne habitude, devienne coutume. Alors, c'était une proteste contre l'abus, les inégalités et qui avait un composant anarchique, si tu veux, mais en plus, il y avait aussi le composant des gens qui se trouvaient dans la rue, qui se reconnaissaient dans un pays où le modèle néolibéral individualiste avait pénétré tous les aspects de la vie quotidienne. Et alors, c'était une proteste contre le modèle, mais aussi contre le modèle qui héritait de la dictature et qui a été corrigé par le gouvernement démocratique après la dictature, mais c'est le pays, si tu veux, le plus néolibéral, un des pays les plus néolibéraux du monde. Alors, c'était contre ça, contre les égalités de ce modèle et contre la façon de traiter ces problèmes par l'élite politique. Et donc, il y avait un composant anti-institutionnel, anti-politique. Alors, le gouvernement était absolument pris de surprise et, et il a eu 2 ou 3, il a déclaré la guerre. Disons, il disait, on est dans une espèce de guerre parce que il y a la violence, etc. Il a déclaré l'état de siège à un certain moment. Et après,
la classe politique, si tu veux, l'élite politique était en dehors de ça, mais il y avait un moment où on devait s'en sortir de ça et le gouvernement a proposé un accord national. Et ce qui est le plus important, c'est que les partis, presque tous les partis d'opposition, sauf le Parti communiste, ont signé, et les partis de gouvernement ont signé un accord. Et cet accord, c'était pour une demande qui était dès le début, disons, de plusieurs années, c'était la demande pour une nouvelle constitution. Parce que, et on dit finalement, la constitution qui est héritée de Pinochet, qui a eu des réformes, mais qui finalement consacre le modèle économico-social, le modèle socio-économique est consacré par cette constitution qui empêche de la changer. Et alors, pour la première fois dans l'histoire du Chili, s'est ouvert un processus constituant où on devait avoir un plébiscite d'entrée, c'est pour dire est-ce que vous voulez ou non une nouvelle constitution. Hein? Il ne s'agit pas d'une réforme. Alors, on a fait une réforme constitutionnelle pour faire ce plébiscite. Et ce plébiscite devait avoir eu lieu le 22 avril. Après ce plébiscite, si les gens répondaient oui, on veut une nouvelle. Il y avait une autre question qui c'est vous voulez une assemblée constituante, tout élu, ou on veut seulement disons, une convention mixte, ça veut dire parti parlement, parti élu. Et ce qui est le plus important dans ça, c'est que quand on discutait cette réforme constitutionnelle, il y a eu le mouvement féministe et on a obtenu une chose qui est unique dans le monde, c'est qu'il y a un processus constituant dans un plébiscite pour élire une assemblée constituante que dans le cas où soit tout élu, ça va être paritaire. Mais pas paritaire en tant que, disons, on doit présenter les candidats 50 à 50%, non. L'Assemblée doit être paritaire, ce qu'on appelle parité de résultats. D'accord. Alors, et après, si c'est l'Assemblée constituante, elle fait la nouvelle constitution et on finit par un nouveau plébiscite pour ratifier ce que l'Assemblée constituante a fait. Alors, tout ça a changé avec, tous les délais ont changé avec la pandémie. Donc, à la veille de la pandémie, l'idée du référendum est acquise, la date du référendum est fixée, les modalités, la parité, etc., sont acquises, et tout à coup, quoi? Que fait le gouvernement? Est-ce qu'il prononce le confinement? Est-ce qu'il prend du temps avant de réagir? Comment ça se passe? Bon, on laisse de côté pour le moment le processus constituant. Et au début, disons, le cas de la pandémie au Chili est arrivé, disons, plus tard que, sans doute, en Asie et en Europe. Alors, ce que le gouvernement dit dès janvier, qu'on se prépare pour. Et quand la pandémie arrive au Chili à la fin février, une chose comme ça, et il dit, bon, on est préparé, on a fait tout ce qu'on voulait et on va fixer une stratégie de gradualité. Et cette stratégie de gradualité, ça veut dire qu'on ne va pas faire une quarantaine à l'italienne, si on veut, tout le monde. On va faire commune par commune, parce que comme ça, on n'arrête pas là, disons, le processus économique. Si tu veux. Bon, cette stratégie a échoué et l'idée, c'était d'avoir une plaine, je ne sais pas si on dit une plaine, un plateau, arriver à un plateau pour que la courbe ne soit pas très élevée. Ça veut dire d'avoir plusieurs pics, plusieurs sommets. Et disons, comme ça, éviter d'avoir une quarantaine totale à un certain moment.
pour éviter le collapse des hôpitaux. Alors, cette stratégie a échoué et à ce moment, avant, et ça veut dire, à un certain moment, on a dit, on ne peut pas avoir le plébiscite, le processus constituant, on va le suspendre. Et ça a été une question compliquée parce qu'il y avait secteurs du gouvernement qui voulaient, ça c'est le moment où on peut en finir avec ce processus. Mais l'opposition a été très dure dans ce sens et on a obtenu que tous les délais ont été déplacés jusqu'à septembre où va être l'inscription, le début de la propagande, le début de la campagne, et le plébiscite va être en octobre. C'est le 25 octobre. Ça va être le plébiscite et après, ça vient les élections de l'Assemblée, etc. Mais au moment où la stratégie a échoué, ils ont commencé par une quarantaine plus dure dans certains secteurs, surtout les secteurs, les quartiers, disons, à Santiago, les quartiers les plus riches, parce que c'est où il y avait plus de contagiés. Et donc, à un certain moment, ça a fini, mais c'est déplacé au secteur les plus pauvres. Et aujourd'hui, on est dans un confinement de presque tout Santiago. Et dans d'autres provinces ou régions, c'est pas exactement la même chose. Mais on est passé, on pourrait dire, d'une pandémie des secteurs plus aisés au secteur les plus pauvres, où le confinement a deux problèmes très grands. L'un, c'est que ce sont des secteurs où il y a je ne sais pas comment on dit en français, l'hacinamiento, ça veut dire l'encombrement dans toutes les résidences. Alors, dans certains bâtiments, il y a deux familles qui vivent ensemble. Alors, ça, c'est très compliqué de les maintenir confinés. De l'autre côté, et il y a 30% des Chiliens qui gagnent, qui ont le revenu qu'ils gagnent chaque jour. Oui. Alors, si tu as le confinement, ça c'est très compliqué. Alors, et le gouvernement hésitait tout le temps entre, disons, l'idée de revenir à la normalité, parce qu'il y a un problème, ils ont un problème économique, disons, de vision idéologique économique, soit que l'État ne se mêle pas beaucoup, soit qu'on doit revenir tout de suite à l'économie, c'est l'économie sur la vie, sans tenir compte que le cas chilien, c'est un cas spécial dans le sens que, par les politiques économiques qu'on a eues jusqu'à là, on a beaucoup de possibilités de financement public. Ce n'est pas, par exemple, le cas d'Argentine. L'Argentine est dans une situation de défaut. Chili peut émettre des bons et dans les finances mondiales, peut émettre des bons et ça va pas mal. Et alors, peut financer des programmes beaucoup plus radicaux que le gouvernement veut. Alors, c'est ça, aujourd'hui, un peu l'enjeu. C'est l'enjeu, donc, de conduire le gouvernement, qui est un gouvernement très libéral, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à développer des programmes publics. La situation sanitaire est stable, elle s'aggrave. Est-ce que la réponse des politiques sanitaires est convenable ou bien est-ce qu'on voit la situation se dégrader? Non, on n'est pas arrivé au pire. Et c'est ça que le gouvernement dit maintenant tout le jour. Il y a quelques semaines, on était toujours au Chili, très successful. On avait beaucoup de succès. On fait les choses très bien. Aujourd'hui, il y a quelques jours, le ministre de la Santé a dit tous les modèles qu'on avait utilisés
se détruisent, ça n'existe pas. On est dans une chambre noire de cette situation. Et alors, le gouvernement est, disons maintenant, a appelé à un accord national, mais le problème, c'est qu'on n'est pas arrivé au pic. On a les lits, par exemple, le total de lits, on est au 90%, 90-91% des lits d'urgence, on les a utilisés. Alors, le marge est très petit. Et le pire vient, n'est pas venu encore. On a dépassé, disons aujourd'hui, il y avait plus de 98 000 contagiés. On a 890 morts, mais disons, la dynamique, c'est une dynamique encore exponentielle. On n'est pas arrivé au pic. Et ça, c'est un problème parce que ça, c'est surtout plus grave dans le cas des régions, mais surtout, dans le cas de Santiago, dans les quartiers les plus pauvres. Et en plus aujourd'hui, on commence à vivre, on a les problèmes de famine. Il y a la famine, ouais. de faim, pardon. Oui. De faim dans certains quartiers, et il y en a. Il y a ce qu'on appelle las ollas comunas, les pots communs, disons, où on fait des activités de solidarité. Et le gouvernement a annoncé des programmes pour donner directement des boîtes de nourriture, d'aliments dans certaines populations, mais c'est très compliqué et très difficile. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que la situation s'aggrave et le grand thème, c'est, disons, qui dépasse la crise sanitaire, mais qui se mêle à ça, c'est que dans le cas chilien, ce n'est pas le même le cas d'Argentine. L'Argentine a un problème de ressources, de financement. Mais si on prend le cas chilien, le grand problème, c'est la méfiance, disons, la non-légitimité des institutions. Et alors, le ministre de la Santé peut dire quelque chose de très rationnel, mais les gens n'y croient plus. Tout ce que signifiait, à mon avis, le processus constituant, c'était un processus de revenir à la légitimité, de recréer une légitimité que les institutions n'ont pas. Et comme ça, c'est suspendu. On doit croire ce que le gouvernement dit, mais c'est très difficile à croire. Cette fameuse phrase que disait disons, le mouvement de mai après les discours de De Gaulle, il a dit n'importe quoi. Bon, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et dans le secteur, et surtout les secteurs jeunes, par exemple, ne respectent pas la quarantaine. Et les secteurs jeunes sont très affectés par le contage. Par le contagion. Ça veut dire que ce n'était pas vrai, que c'était seulement pour les gens comme nous, pour les vieux, oui, le problème. Non, et maintenant tu as une quantité énorme d'infections de 40 ans en bas. Alors, on a évoqué tout à l'heure l'Argentine et sa situation particulière, qui est une situation financière de quasi-faillite, enfin de défaut de paiement. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres voisins du Chili? Qu'est-ce qu'il en est du Pérou? Qu'est-ce qu'il en est de la Bolivie? Bon, il y a deux variables qui sont importantes à considérer dans ce cas. L'une, c'est le système sanitaire, le système de santé, et qui est très précaire dans le cas, par exemple, de Pérou et de la Bolivie.
Et de l'autre côté, ce n'est pas le cas d'Argentine. Et dans le cas de Pérou et la Bolivie, ça joue beaucoup, et aussi dans le cas d'Argentine, le jeu politique pour résoudre ça. Parce que dans le cas de Bolivie, on est dans une situation. La Bolivie a les données de la Bolivie, il semble très bien. Tu vois, tu as 280 morts et 7000, disons, 7700, disons 8000 contagiés. Le cas du Pérou, c'est tout à fait le contraire, c'est 3800 disons, morts et 130 000 contagiés. Mais dans le cas de Pérou, le système politique est totalement pulvérisé, comme l'a montré la dernière élection parlementaire. Alors, il y a un problème de précarisation de l'économie, même dans un pays qui a beaucoup plus de ressources que la Bolivie, parce qu'il y a eu une économie très dynamique. Mais le problème, c'est une économie et pour les gens, et la situation de précarisation du travail, c'est énorme. Et alors, l'État ne peut pas arriver. C'est très difficile à arriver. Il y a des secteurs aussi des régions où il ne peut pas arriver. Dans le cas de la Bolivie, il y a ça ressemble un peu plus au Chili, au sens que c'est un pays polarisé par le gouvernement de facto qui a mis à l'écart à Evo Morales et qui veut avoir des élections et qui l'opposition qui est dans une situation totalement contraire. Alors, ce qui se passe là, c'est que aussi d'un point de vue sanitaire, si tu veux, dans le cas de la Bolivie, les nombres de tests, c'est très très bas. Et c'est ça qui explique les chiffres. Et il y a tout à fait des régions qui ne sait rien de ça. À ce moment, la crise sanitaire est arrivée surtout dans certaines régions plus riches, ça c'est un paradoxe. Mais le problème, c'est que le système politique empêche de prendre des décisions nécessaires pour résoudre le problème sanitaire parce que il y a des questions qui ne sont pas résolues. Par exemple, le cas bolivien, c'est le cas des élections et la possibilité d'avoir une élection démocratique ou non. Alors, une dernière question, parce que malheureusement, nous arrivons au bout de notre temps, mais cette situation, notamment au Chili, mais avec aussi des similarités avec ce qui se passe en Bolivie, et peut-être aussi ce qui peut se passer au Pérou, c'est-à-dire cette impossibilité qu'il y ait une réponse institutionnelle à la crise. Est-ce qu'il faut craindre que ça aboutisse à de nouvelles émeutes, parlons pour commencer du Chili, et si ça aboutit à de nouvelles émeutes, est-ce qu'il faut craindre un durcissement du régime politique actuel? Bon, c'est très compliqué à faire le pronostic de ça, mais je dirais que s'il n'y a pas une réponse qui soulage le problème, la crise économique, le problème d'emploi, les problèmes des revenus qui sont tombés, s'il n'y a pas une réponse qui lie la solution immédiate à des transformations structurelles qui pourront se résoudre dans le processus constituant, si on ne fait pas ça, on va avoir, ça veut dire, si on ne fait pas quelque chose pour que les gens, pas seulement pour donner des choses aux gens, mais pour les gens relégitiment le système politique, on va avoir des émeutes et des mobilisations très dures au moment de la fin de la pandémie. Et ça va être toujours le prétexte du gouvernement pour
en finir disons, le processus constituant. Alors, c'est ça exactement le problème. Et c'est très compliqué pour l'opposition d'obtenir ça. C'est qu'on doit avoir des réponses immédiates à une crise sanitaire et économique très grave. On a les ressources pour ça, mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire, si tu veux, un récit, un discours que les gens sentent qu'en sortant de la crise de la pandémie, on ne va pas effacer les demandes et le processus constituant qu'on avait établi et qu'on avait gagné avant la pandémie. Madame Antonio Garretón, merci beaucoup de cet éclairage sur la situation du Chili, dont on espère qu'elle va s'alléger dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Madame Antonio. Merci à toi.